Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme Cépage, porté par les communautés de communes de Haute-Gironde dans le cadre du programme régional Santé-Environnement. Cette démarche vise à co-construire les pratiques viticoles en Haute-Gironde respectueuses de l'environnement et de la santé. Épisode 3. Les vins de Bordeaux aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, nous avons pu voir les multiples casquettes du métier de viticulteur. Un métier où il faut travailler en accord avec les saisons et la météo, anticiper les aléas climatiques et connaître son vignoble, de la vigne à la vinification. Cette diversité veut qu'il n'existe pas d'exploitation type. Néanmoins, nous avons voulu comprendre comment s'organise aujourd'hui la filière et dans quel contexte évoluent les vins de Bordeaux. Comment passe-t-on d'une vigne de coteaux à Blaye à la vente d'une bouteille à Shanghai ? Pour résumer, les vignerons peuvent produire leurs raisins, puis avoir leur propre chai pour s'occuper de la vinification, de la mise en bouteille et enfin de la vente. Ils peuvent aussi s'occuper exclusivement de la pousse et de la récolte du raisin et laisser à d'autres le soin de s'occuper des étapes nécessaires à la transformation de la matière première en vin, puis de sa commercialisation en France ou à l'international. Plusieurs viticulteurs peuvent décider de se regrouper pour vendre à une cave coopérative leur production. La coopérative s'occupe alors de la vinification et de la commercialisation des produits. Les bénéfices réalisés sont ensuite reversés aux adhérents coopérateurs. Marie Benot, viticultrice en Haute-Gironde, est membre de la coopérative des vignerons de Tutiac. Cette cave coopérative réunit près de 450 vignerons et est le premier producteur de vins d'appellation d'origine contrôlée en France. Quand on s'installe, on peut très bien avoir son chai et faire tout de A à Z, de commercialiser. Moi, si j'ai choisi d'être en coopérative, c'est parce que je ne me sens pas une âme de commercial, quoi. C'est pas du tout mon truc, quoi. Voilà. J'aime cet esprit-là aussi, et je vous dis, en plus, mon oncle est coopérateur, mon arrière-grand-père était coopérateur, et j'aurais pu faire le choix, parce que j'ai travaillé, je vous dis, 16 ans dans un chai où il y avait un chai particulier, où il y avait toute cette partie de commercialisation, tout ça. Quand on fait ça, voilà, c'est tous les jours, et puis je vous dis, voilà, faut être multicarte, quoi. Moi, j'admire tous ceux qui le font, et puis malgré tout, on a la satisfaction de présenter, de voir son produit du début jusqu'à la fin. Nous, peut-être, c'est vrai qu'en coopérative, un petit peu moins, on le voit moins parce que au chai, c'est des salariés qui font le vin, donc on voit moins l'évolution des choses. Nous, en fait, une fois que c'est récolté, donc on va dire le job est terminé, oui, un petit peu. C'est-à-dire qu'après, voilà, c'est au niveau de la cave, tout est repris, donc et après, il y a différents services, la vente vrac, vente export, vente au niveau national. Et nous, après, en fin de compte, on a un rythme de répartition qui est posé. Et donc, par exemple, quand on récolte en septembre, on commence à être rémunéré au mois de juin de l'année d'après. La seule chose qu'on nous demande, c'est de faire un petit peu de com. Et effectivement, s'il y a un événement particulier dans la région ou quoi, venir servir, si on a un stand ou quoi, voilà, promouvoir un petit peu la coopérative. Voilà, c'est la seule chose qu'on nous demande. Mais après, on n'a pas d'obligation, voilà, dans la vente, tout ça, on n'est pas du tout obligé de s'investir après les vendanges, quoi. La vente, justement, cette partie du travail dont a voulu s'émanciper Marie Benot en intégrant une cave coopérative, incombait historiquement aux négoces viticoles. Les négociants, comme les cavistes, sont des intermédiaires possibles entre les producteurs et les consommateurs. Ils ont une vue d'ensemble sur l'évolution du marché et sur les nouvelles attentes des consommateurs. Comme le dit Alan Sichel, qui dirige la négoce familiale Maison Sichel basée à Bordeaux depuis 4 générations, les négociants sont à considérer comme le bras armé commercial de la viticulture. Notre caractéristique, c'est d'être très impliqué sur l'amont de la filière avec nos vignobles, avec notre cave de vinification. Donc nous achetons du raisin à une trentaine de viticulteurs et vinifions nos propres marques que ensuite nous commercialisons dans une cinquantaine de pays. Donc nous sommes très orientés sur l'export. 80% de notre activité est orientée vers des pays à l'exportation. Là-dessus, on a une diversité de clientèle qui est très très large parce qu'on va travailler à la fois avec l'importateur qui rayonne de manière très locale dans une ville, dans une région,
mais aussi des importateurs plus importants en fonction du pays qui rayonne au niveau national. On travaille avec les compagnies aériennes, avec les monopoles d'État. Et puis, donc, en France, on peut travailler aussi bien avec le caviste local et le restaurateur sur l'ensemble du territoire. Donc, une activité très large, impliquée de l'amont de la production de raisins jusqu'à la commercialisation aux quatre coins du monde. On a une organisation de la filière à Bordeaux qui est quand même très singulière, avec la famille des viticulteurs et la famille des négociants. Et c'est ces deux familles qui sont représentées au niveau du CIVB. C'est singulier parce que, et c'est dû à des raisons historiques, aujourd'hui on a encore 6 000 viticulteurs, mais il y a 50 ans on en avait 45 000. Et donc, on avait un très très grand nombre d'opérateurs sur des surfaces moyennes faibles, avec des volumes à commercialiser individuellement qui étaient relativement faibles, et finalement, pas de justification ou une impossibilité économique pour chacun de mettre en place des réseaux de distribution qui allaient vendre ces vins dans le monde entier. Et c'est bien au niveau du XVIIIe siècle, avec l'ouverture de Bordeaux sur le monde, et la grande augmentation du trafic, notamment vers l'Angleterre, qu'il y a des commerçants qui se sont installés à Bordeaux pour acheter les vins que faisaient les viticulteurs et les vendre, notamment dans les pays d'Europe du Nord et progressivement vers les autres pays du monde. C'est un système qui a perduré et qui reste. Le négoce doit être considéré comme le bras armé commercial de la viticulture. Aujourd'hui, le négoce commercialise à peu près 75% des volumes produits en Gironde. C'est très important, c'est essentiel, mais ce n'est pas exclusif. Il n'y a pas d'obligation de passer par le négoce pour commercialiser ces vins. Mais moi, je considère que le négoce et ce fonctionnement de la place de Bordeaux est un outil commercial remarquable, très puissant, parce qu'on compte à peu près 300 négociants actifs. Là-dessus, on a plus de 3000 commerciaux spécialisés sur les vins de Bordeaux, qui arpentent les villes du monde entier tous les jours, avec l'ambition de vendre davantage de vins. Il existe également des opérateurs chargés de promouvoir les appellations, comme les interprofessions. L'interprofession des vins de Bordeaux, c'est le CIVB, cette instance qui réunit des négociants, des courtiers et des viticulteurs, est chargée de promouvoir l'image des vins de Bordeaux en France et à l'international. J'ai aussi un rôle en tant que vice-président du CIVB, en termes de mon implication sur les actions justement collectives pour orienter la filière et un peu sauvegarder ses intérêts. Et puis surtout, la mission principale du CIVB, c'est quand même de promouvoir les vins de Bordeaux dans l'ensemble du monde. Les syndicats viticoles, également appelés ODG pour organismes de défense et de gestion, ont également ce rôle de promotion, mais pas que. Ils travaillent au plus près des vignerons, les accompagnent et les conseillent tout au long de l'année. Ce sont également les syndicats qui élaborent et garantissent l'application du cahier des charges permettant d'attester de la qualité et de l'origine d'un vin. C'est ce qu'on appelle les AOP, les appellations d'origine contrôlée. Nous écoutons Nicolas Carreau, viticulteur et président du syndicat viticole Blaye, Côte de Bordeaux. Donc, je suis président du syndicat viticole de Blaye. C'est une instance qui représente l'ensemble des vignerons de l'aire d'appellation Blaye Côte de Bordeaux et de l'appellation Blaye. Ça réunit environ 400 vignerons, la moitié qui sont en cave coopérative et l'autre moitié qui sont des viticulteurs en cave particulière. Donc le syndicat viticole a pour vocation la promotion et l'organisation de l'appellation d'origine contrôlée. Donc c'est l'organisme qui va s'occuper de tout ce qui est promotionnel, publicité, campagne radio, organisation d'événements, de dégustation, voilà, tout ce qui va être la promotion de l'appellation. Et la deuxième partie qui est l'organisation, donc avec la gestion du cahier des charges, c'est-à-dire la règle du jeu en quelque sorte pour pouvoir produire de l'appellation Blaye Côte de Bordeaux.
et pouvoir après organiser justement tout ce qui va être respect du cahier des charges, respect de la qualité, respect de tous ces aspects-là. Puisque on a la chance d'être en appellation d'origine contrôlée. Christophe Thérijol, viticulteur au Château des Matards, sur la commune de Saint-Cyr-sur-Gironde. On n'est pas dans un objectif de rendement comme on peut l'être sur d'autres productions, les céréales, les pommes de terre. On est vraiment sur un objectif qualitatif, c'est-à-dire qu'on se doit, avec un cahier des charges, de faire un produit qui va être recherché par le consommateur. Parce qu'il recherche un goût, il recherche un produit d'une certaine qualité. Ces acteurs composent l'écosystème du vin de Bordeaux. Ensemble, ils forment toute la chaîne de fabrication, de la production du vin à Blaye, à la commercialisation des millésimes jusqu'en Asie. Depuis quelques années néanmoins, les vins de Bordeaux traversent une crise à la fois économique mais également de réputation. D'abord, les politiques de lutte contre la consommation d'alcool ont entraîné une baisse tendancielle de la consommation de vin en France. Même si nous restons le premier pays consommateur au monde, la consommation par Français a quasiment été divisée par 2 depuis les années 60. Ensuite, les enjeux autour des pesticides et de la préservation de l'environnement, portés sur les devants de la scène par l'émission Cash Investigation en 2016 puis en 2018, ont entaché l'image auprès des consommateurs. Cette crise est également renforcée par certains aléas climatiques, comme le gel, et par un certain durcissement des politiques d'importation, notamment en Chine et aux États-Unis sous l'ère Trump. L'ensemble de ces facteurs, auxquels s'ajoute la crise du Covid et la fermeture des lieux de distribution habituels, comme les restaurants et les bars, renforcent la crise que traversent les vins de Bordeaux. Nous écoutons Nicolas Carreau, viticulteur et président du syndicat viticole Blaye Côte de Bordeaux. Malheureusement, le contexte actuel du vin de Bordeaux n'est pas très bon. Avant même la crise de la Covid, on vivait une crise assez globale de surproduction de vin, avec en plus des gros marchés qui commençaient à aller mal. Le marché chinois était en forte baisse suite à des accords commerciaux que la Chine avait pu conclure, principalement avec l'Australie, mais aussi avec le Chili. Le marché américain était lui aussi très sévèrement touché, avec des taxes à l'importation assez fortes qui avaient été mises en place dans le cadre du conflit entre Airbus et Boeing. À ça se rajoutait le Brexit et une consommation plutôt en baisse sur le marché français, une consommation globalement en baisse de vin et d'alcool, et particulièrement le fait que les vins de Bordeaux étaient plus trop à la mode. Bon. C'est compliqué, on a une multitude de facteurs négatifs qui s'accumulent. Didier Gontier, directeur du syndicat viticole des Côtes-de-Bourg. Bien évidemment, pour l'ensemble des vins de Bordeaux, mais aussi bien évidemment pour l'appellation Côte-de-Bourg. Quand on parle de l'arrêt de la restauration aujourd'hui, c'est un gros débouché pour nos vins. Quand on parle des difficultés à l'export, et notamment l'arrêt des salons internationaux, puisque nous... on a l'habitude, depuis un certain nombre d'années, d'être présent dans les salons importants internationaux, notamment en Asie, Chine, Japon, par exemple. Cet arrêt-là fait que les relations avec nos prescripteurs, importateurs, distributeurs ne sont pas maintenues, et le contexte ralentit d'une manière très importante les volumes expédiés dans ces pays. Alors, c'est un cumul notamment avec les États-Unis, avec les taxes également sur les exportations de nos vins aux États-Unis, le Brexit également, etc., etc. Bordeaux est une région de production très importante de par sa renommée, de par son image et aussi de par le volume que le vignoble produit. Alan Sichel, directeur de la négoce viticole Maison Sichel, basée à Bordeaux. On représente à peu près 15% des volumes produits en France de vin, donc c'est important. On représente au niveau mondial à peu près 1,5% des volumes produits. Donc oui, Bordeaux est une région importante, mais quand on le met en perspective de la production mondiale, 1,5%, bon, c'est significatif, mais il y a du monde autour. Le principal marché de consommation des vins de Bordeaux est la France.
Donc aujourd'hui, c'est à peu près 56% des volumes produits des vins de Bordeaux qui sont consommés en France. Et ça, c'est en régression assez significative. D'une part, parce que la consommation en France diminue. Et là-dessus, je disais, il y a 50 ans, on avait 45 000 viticulteurs. Il y a 50 ou 60 ans, on buvait 100 litres par tête par an. Aujourd'hui, on est tombé à 45. Aussi, on a le phénomène de déstructuration des prises de repas. Et le vin de Bordeaux, traditionnellement, a toujours été fortement consommé avec la nourriture, à table, lors des repas. Et puis, depuis 20 ans, depuis 30 ans, on voit une évolution des habitudes de consommation, un élargissement des occasions de consommation. Donc ça peut être en apéritif, ça peut être un verre de vin devant la télé, ça peut être à des multiples occasions. Et puis, en se détachant de plus en plus de cet élément central qui était le repas. Donc, consommation, la France est le pays de destination privilégié pour les vins de Bordeaux, mais c'est un marché qui est en train de se contracter. À côté, on a les pays européens qui sont des gros consommateurs de vins de Bordeaux et donc des grosses destinations de nos exportations, notamment l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne, qui toujours été le trio de tête de nos exportations jusqu'à il y a 15 ans. Est arrivé, il y a une dizaine d'années, l'exportation vers la Chine qui s'est ouverte. Et donc, il y a 20 ans, on n'exportait rien vers la Chine. La Chine est devenue la première destination export des vins de Bordeaux. Si bien que, partant de rien, la Chine est arrivée à représenter le cumul de l'Angleterre, l'Allemagne et la Belgique. Et cette croissance du marché chinois a finalement compensé la baisse de consommation en France, mais aussi la baisse de part de marché sur les autres destinations européennes qui était le résultat de la concurrence de nouvelles régions de production, les vins du Chili, d'Argentine, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, ou les pays comme l'Angleterre qui sont très ouverts. Et il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de chauvinisme vis-à-vis des vins français ou des vins de Bordeaux, contrairement à la France. On bénéficie au moins de ça en France. C'est-à-dire en France, quand même, les vins étrangers ont du mal à percer. Il y a encore cet attachement au produit local. En Angleterre, comme il n'y a pas de production locale, ils sont très ouverts. Donc, alors que Bordeaux était un marché très important, il a été progressivement grignoté par des pays de ces nouvelles destinations qui ont été très très agressifs commercialement pour gagner des parts de marché sur des pays comme l'Angleterre et aussi sur l'Allemagne. Il y a aussi le marché américain, qui est un marché mature, qui est un marché important, et qui grossit, en dehors de l'année 2020, mais qui grossit très progressivement, mais de manière très solide. Donc c'est une pente de croissance où on a encore beaucoup à gagner. Moi, je considère que aux États-Unis, Bordeaux sous-performe et qu'on doit gagner des parts de marché sur le marché américain. C'est difficile tant qu'on a ces taxes de 25% qui nous plombent beaucoup au niveau du prix de vente final du consommateur. On a eu les petites récoltes en 2013, en 2017. Et donc ça montre qu'il y a eu une baisse tendancielle de la production depuis 2013, impactée par des incidents climatiques. Limitée aussi volontairement au niveau des rendements pour ne pas déséquilibrer les stocks de la filière. Donc de manière artificielle aussi, on limitait les rendements pour ne pas surproduire. Par rapport au reste de l'agriculture, la viticulture a des objectifs un peu différents. Christophe Thérijol, viticulteur au château des Matards sur la commune de Saint-Cyr-sur-Gironde.
où on passe sur un produit de plaisir. Alors le produit de plaisir veut dire que on n'a pas les mêmes contraintes économiques qu'on pourrait l'avoir sur des productions de type céréalière, où vous avez le cours du marché qui va influer énormément, cours du marché mondial qui va influer énormément sur l'économie de l'exploitation. Là, on est plutôt sur, avec le vin, un produit qui va chercher le vin de Bordeaux, qui va chercher à être valorisé. Donc ça c'est très important, cette notion-là, parce que ça nous enlève une pression économique mondiale. Mais ça reste quand même compliqué, parce que quand on dit vin de plaisir, ça veut dire qu'on change de catégorie, et il va falloir vendre ce vin de plaisir. Il va falloir le faire acheter, inciter les gens à acquérir ce produit-là, qui n'est pas un produit essentiel, qui est un produit secondaire. Un produit de plaisir, on est bien dans le terme. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une identité forte de Bordeaux. C'est-à-dire que le consommateur, il ne tombe pas sur les vins de Bordeaux par accident, parce que c'est un verre parmi d'autres, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'il veut à ce moment-là. On n'a pas besoin de chercher à faire des inconditionnels de Bordeaux. C'était le cas il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, le consommateur est très éclectique. Il veut goûter à différentes choses, il veut comparer. Donc, ce qui est important pour nous, au niveau de Bordeaux, c'est d'avoir une identité forte. Et c'est là-dessus, le CVB, au niveau interprofessionnel, on travaille beaucoup avec un nouveau projet. C'est le positionnement, l'identité des vins de Bordeaux, véhiculer ça chez le consommateur. Donc il y a la dimension culture, il y a la dimension qualité, bien sûr. Vous me demandiez les caractéristiques du produit et les évolutions. Et là, je dis oui, il y a des choses qui sont assez transversales dans l'appétit du consommateur. Il y a 20 ans, il y avait une tendance pour développer le boisé. C'était considéré comme quelque chose de qualitatif. Aujourd'hui, ça fatigue plutôt le boisé. Est-ce que les gens, et ce n'est pas nécessairement 100% des consommateurs, mais ce qu'on ressent comme étant comme une vraie tendance sur de nombreux marchés, c'est des vins fruités, croquants, qui ont de la profondeur, pas avec moins de tanins, ou en tout cas des tanins moins marqués. Dans l'épisode suivant, nous nous pencherons sur l'émergence des préoccupations sanitaires et environnementales. Les riverains, les associations, l'ensemble de la société civile s'est progressivement emparé des enjeux autour des pesticides ou produits phytosanitaires qui cristallisent certaines tensions dans les territoires. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme Cépage. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube de la communauté de communes de l'Estuaire, ainsi que sur la chaîne de la Traverse, disponible sur toutes les plateformes de podcast.